Le deuxième dossier concerne une situation assez classique en situation de médecine et éventuellement de maladie infectieuse, qui est la situation du mal perforant. Vous avez ici un homme de 62 ans qui est diabétique de type 2, qui a de multiples facteurs de risque cardiovasculaire puisqu'il est en surpoids, hypertendu et a déjà fait un infarctus du myocarde. La seule chose, c'est qu'il ne fume plus, mais ça veut dire qu'il a déjà fumé et par contre, il n'a pas d'insuffisance rénale. La première question, on vous dit qu'il a un mal perforant plantaire et on recherche les deux facteurs favorisant la survenue d'un mal perforant. C'est toujours les mêmes. Le premier, c'est le facteur favorant vasculaire, c'est-à-dire l'artériopathie des membres inférieurs, qui peut être favorisée par tous ces facteurs de risque cardiovasculaire et qui empêche le sang d'arriver jusqu'au pied et donc de cicatriser correctement quand on se blesse. Le deuxième facteur favorisant, c'est la neuropathie diabétique qui, notamment quand elle est essentiellement sensitive, empêche le patient de sentir quand il va se blesser, et donc les deux combinés font que le patient va se blesser, ne va pas sentir quand il se blesse du fait de la neuropathie et va moins bien cicatriser du fait de l'artériopathie. À la deuxième question, ce qu'on recherche à l'interrogatoire, c'est d'une part à préciser les antécédents et d'autre part à préciser actuellement le mal perforant et son éventuelle extension. Concernant les antécédents, il faut préciser l'équilibre du diabète. Retournez voir le carnet d'autosurveillance glycémique pour voir comment était équilibré le diabète sur les derniers jours ou surtout sur les dernières semaines. Et puis préciser l'état du diabète d'une manière générale, c'est-à-dire la recherche de complications microvasculaires comme une rétinopathie ou éventuellement une néphropathie. Bien qu'ici on vous ait précisé qu'il n'y ait pas d'insuffisance rénale, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de néphropathie diabétique à minima avec au moins une protéinurie qui est quand même un facteur de risque. Et puis les complications macrovasculaires qu'on connaît déjà un petit peu, c'est notamment tout ce qui va être facteur de risque et risque d'infarctus du myocarde, d'artériopathie des membres inférieurs, éventuellement d'accident vasculaire cérébral. Il faut rechercher également les antécédents de maux perforants plantaires, puisque un malade qui a déjà fait un mal perforant plantaire va en refaire, et un malade qui a déjà été hospitalisé, voire déjà été opéré, va probablement faire des maux perforants plantaires plus graves. La deuxième partie de la réponse, c'est de concerner plus exactement le mal perforant plantaire. Il faut préciser les circonstances de survenue. Est-ce que le patient a senti quand il s'est blessé ou non? Est-ce que le patient a vu si il s'était blessé, s'il y avait une extension profonde notamment? Est-ce que c'est douloureux? Il faut rechercher des signes de neuropathie en chaussettes, et donc pour ça on va s'aider du monofilament notamment, on va faire un examen neurologique complet. On va chercher des signes d'artériopathie des membres inférieurs avec la palpation des poux. Ce qui est également préconisé, c'est de faire l'index de pression systolique, c'est-à-dire le rapport de la pression artérielle systolique entre le bras et la cheville, et de voir s'il y a un risque important de mauvaise vascularisation du pied, et enfin de demander s'il y a une existence de soins de pédicurie au domicile qui doivent absolument être préconisés chez les patients diabétiques. Enfin, pour préciser l'extension de ce mal perforant et notamment les signes de gravité, il faut essayer de voir si ce mal perforant est surinfecté, et les deux meilleurs signes pour ça, c'est la fièvre et la survenue de frissons qui seraient en faveur de l'extension d'une infection bactérienne. À la troisième question, compléter l'examen physique, c'est dans un premier temps l'examen général avec la prise des constantes, pression artérielle, le pouls, le poids également. Rechercher des signes de sepsis sévère, c'est-à-dire d'une part la fièvre et les frissons, comme on en a parlé à la question d'avant, mais également des signes éventuellement de défaillance hémodynamique, neurologique ou respiratoire, c'est-à-dire outre la baisse de la tension, l'existence de marbrures, l'existence d'une défaillance respiratoire, l'existence de troubles de vigilance ou de troubles de conscience. Concernant l'examen local, l'artérite des membres inférieurs, on en a parlé, il faut rechercher une diminution de l'index de pression systolique qui fait qu'il y a moins de pression systolique au niveau de la cheville qu'au niveau du bras et donc moins de vascularisation au niveau des pieds. L'absence de pouls, la cyanose d'une extrémité également, l'existence de signes de neuropathie et notamment de signes de gravité de cette neuropathie avec l'évolution de ce qu'on appelle le pied de Charcot, c'est-à-dire un affaissement du médio-pied qui est principalement médié par le défaut de perception de la sensibilité profonde et donc le fait que le pied va progressivement s'affaisser pour pouvoir marcher un petit peu différemment pour le diabétique. Enfin, sur le mal perforant, il faut préciser la recherche de signes d'inflammation locale éventuellement, de signes de cellulite, c'est-à-dire l'extension loco-régionale, l'existence d'un écoulement purulent et de manière systématique faire un examen avec ce qu'on appelle une pointe mousse pour voir la profondeur du mal perforant et rechercher s'il y a un contact osseux. À la quatrième question, le mal perforant, on vous dit qu'il est en regard du deuxième métatarse droit et on estime qu'il y a un contact osseux et un écoulement purulent sans signes généraux de sepsis. À la question qui sont
les examens complémentaires à faire, le premier, c'est de réaliser des prélèvements locaux. Les prélèvements locaux se font après avoir nettoyé la plaie au sérum physiologique en essayant d'éviter les antiseptiques pour la réalisation des prélèvements, parce que sinon on va négativer les prélèvements. Donc on nettoie la plaie au sérum physiologique, on nettoie le pourtour de l'ulcère et puis ensuite on va aller sécher le fond de l'ulcère et aspirer le liquide inflammatoire qu'il faut faire partir en bactériologie et pareil, toujours essayer d'appeler le bactériologiste pour préciser la recherche et préciser la demande. Il faut également faire un bilan infectieux systémique avec la recherche d'un syndrome inflammatoire. Il y a en général un syndrome inflammatoire quand il existe une infection disséminée, beaucoup moins de syndrome inflammatoire quand l'infection n'est pas disséminée et que le mal perforant est soit non infecté, soit infecté mais seulement localement. À côté de ce bilan infectieux et de ces prélèvements locaux, il faut faire un bilan du pied, vu qu'ici le mal perforant est en regard d'un métatarse avec un écoulement purulent et un contact osseux, il y a une indication formelle à faire une imagerie du pied qui est dans un premier temps la radiographie du pied concerné, en l'occurrence le pied droit, et également la recherche d'une ostéoarthrite par la pratique d'une IRM du pied droit qui doit être faite dans les quelques jours suivant l'admission du patient. La deuxième grande partie des examens complémentaires à faire vise à préciser l'état du diabète avec la réalisation d'une hémoglobine glyquée, également de voir la fonction rénale dont on parlait avant, mais pour voir s'il n'y a pas une néphropathie diabétique, une protéinurie également, et puis de préciser l'état vasculaire de votre patient avec la réalisation d'un Doppler artériel des membres inférieurs, la mesure de l'index de pression systolique et la mesure de ce qu'on appelle la TCPO2, c'est-à-dire la pression transcutanée en oxygène pour voir si le pied est correctement vascularisé. On pourra enfin discuter de réaliser soit une angiographie qui est l'examen de référence, soit plutôt une angio-IRM puisque on essaye d'éviter les injections d'iode chez les diabétiques, notamment qui ont des facteurs de risque cardiovasculaire. L'intérêt de l'angio-IRM faite sans injection d'iode, c'est de préciser l'état vasculaire des membres inférieurs et voir s'il y a une indication à faire une revascularisation à l'issue du traitement de ce mal perforant. Le mal perforant plantaire est-il forcément surinfecté ? Non, le mal perforant plantaire n'est pas forcément surinfecté. Maintenant, on sait que quand il y a un contact osseux avec un écoulement purulent, il y a une franche probabilité pour qu'il soit infecté. Mais l'essentiel des maux perforants plantaires n'est pas infecté. C'est tout l'intérêt de faire finalement l'examen qu'on a prescrit ici. À la cinquième question, on vous donne une iconographie qu'on vous demande d'interpréter. Ce que vous voyez ici, c'est une radiographie de l'avant-pied droit, qui est le pied qui nous concerne. Et ce qu'on va notamment regarder, c'est ici la tête métatarsienne. Ce qu'on voit ici, c'est que cette radiographie est normale. Il n'y a aucun signe d'atteinte du métatarse et notamment, donc, il n'y a aucun signe d'ostéite. Donc, c'est une radiographie d'avant-pied normale. Peut-on se contenter de la radio normale ou faut-il demander une IRM ? Alors, dans une situation de mal perforant plantaire avec un contact osseux sur une zone métatarsienne, notamment quand il y a un écoulement purulent, il faut demander une IRM. La radiographie peut être normale, même quand il y a des signes d'ostéite débutante, et dans ces cas-là, l'IRM est beaucoup plus sensible pour dépister les premiers signes d'ostéite. À la sixième question, on vous demande les 5 types de germes habituellement en cause dans ce type d'infection, c'est-à-dire le mal perforant plantaire surinfecté, notamment chez le diabétique. Les 5 types de germes, c'est d'une part dans les grammes positifs, le streptocoque bêta-hémolytique et en fait tous ces sous-groupes qui sont le A, le B, le C et le G. Deuxième type de germe, toujours dans les grammes positifs, c'est le staphylocoque doré. Et là, il faut se méfier entre un patient qui vient du communautaire avec du staphylocoque doré qui peut être, le plus souvent en tout cas, sensible à la méticilline par rapport aux patients diabétiques chez lesquels le staphylocoque doré va être le plus souvent résistant à la méticilline quand il a été hospitalisé, notamment à de nombreuses reprises sur les dernières semaines. Troisième type de germe, c'est les bacilles à Gram négatifs. D'une part, les enterobactéries et d'autre part, à dissocier, le quatrième germe, c'est le Pseudomonas aeruginosa. Et ça concerne particulièrement les patients diabétiques qui ont été hospitalisés dans les derniers temps, qui ont déjà reçu une antibiothérapie qui sélectionnerait le pyocyanique et on le retrouve souvent en association avec d'autres micro-organismes. Enfin, le cinquième et dernier type de germe, ce sont les anaérobies qu'on retrouve d'ailleurs très souvent associés aux autres germes qu'on vient de citer. En septième question, le type de traitement qu'on peut proposer sur les indications du patient, c'est
Un, de préciser que ça se déroule en milieu hospitalier. Deux, avec l'équilibre des comorbidités, qui sont notamment l'équilibre diabétique, qui doit être absolument recherché par une insulinothérapie. On arrête les éventuels antidiabétiques oraux si jamais il y en avait. On doit faire également un régime diabétique. On fait un équilibre tensionnel et on poursuit l'ensemble des traitements qu'il ne faut surtout pas arrêter parce que sinon ça pourrait précipiter la décompensation de comorbidité chez le patient. Concernant le mal perforant plantaire, le plus important, c'est finalement les soins locaux, c'est-à-dire le nettoyage par les infirmières qui doit être effectué quotidiennement, un nettoyage d'abord au sérum physiologique, ensuite on élimine la kératose qui va entretenir finalement le mal perforant, et puis il faut éliminer la fibrine, essayer d'appliquer sur le fond un pansement non adhérent de type vaseliné pour essayer de favoriser la cicatrisation. Je vous rappelle que la cicatrisation, on essaye de toujours la faire en milieu humide, c'est ce qu'on appelle la cicatrisation dirigée. En dehors de ces soins, il faut mettre le pied absolument en décharge pour éviter d'appuyer sur le mal perforant et d'entretenir une nouvelle fois l'inflammation qui est autour. Donc on peut mettre ce qu'on appelle les chaussures de Barouk, B-A-R-O-U-K, qui permettent de dégager l'avant-pied et donc de le mettre en décharge. Le patient va plutôt appuyer à ce moment-là sur les talons quand il va marcher et l'avant-pied n'ayant aucune contrainte dessus va pouvoir cicatriser plus rapidement. Et enfin, il faut mettre une antibiothérapie avec une antibiothérapie ciblée contre l'essentiel des germes dont on vient de parler, qui doit s'effectuer après la réalisation des prélèvements et qui, en empirique, avant le résultat des prélèvements, doit comprendre soit de l'augmentin, soit, en cas d'allergie, de la piostacine. La durée totale de traitement, elle est d'environ 15 jours, sachant qu'on fait une réévaluation un mois après pour voir si le mal perforant a correctement cicatrisé. Et pour terminer, en dehors de la prise en charge strictement hospitalière, il faut faire une vaccination antitétanique chez tout patient qui a une plaie profonde et en tout cas au moins un rappel de vaccination antitétanique si les vaccinations sont à jour. Secondairement, on doit discuter la prise en charge éventuellement chirurgicale de l'artériopathie, voir s'il y a une indication à une revascularisation, et puis faire une éducation à la fois par une podologue, éventuellement des ergothérapeutes si jamais la neuropathie est très importante, et puis enfin éduquer correctement le malade par rapport à son diabète et continuer à la prendre en charge au long cours. L'augmentin est-il actif sur ces 5 germes ? Par rapport aux 5 germes qu'on a cités à la question d'avant, non, l'augmentin ne va pas être actif sur tout. Il va être actif sur l'essentiel des streptocoques, il va être actif sur pas mal de staphylocoques, mais uniquement ceux qui sont sensibles à la méticilline. Il va être actif sur beaucoup d'entérobactéries et sur les anaérobies, mais par contre, il va être absolument résistant aux pyocyaniques. Néanmoins, vu la prévalence des germes sur ce terrain, on commence par l'augmentin et on adaptera secondairement aux résultats qu'on a obtenus par rapport au prélèvement.